La cigale, c'est assez nul hein, quand même, franchement, chanter tout l'été. Puis... Tandis que la fourmi, top, hein, top la fourmi. Mais bon, moi je voulais vous parler d'un problème que j'ai eu, une dispute scientifique euh, avec un chercheur étranger qui s'est mis à écrire qu'il y avait des systèmes d'anticipation partout, dans la nature, chez les plantes, chez les animaux. Et puis à un moment donné, ça m'a un peu agacé. Je me suis dit, mais quand même, bon, peut-être les feuilles tombent en automne, pourquoi pas, mais quid de la modélisation, de la puissance de calcul, de l'évaluation, de toutes les performances intellectuelles qu'on peut associer à nos décisions. Et donc j'avais l'impression quand même qu'on ne parlait pas de la même chose. Mais bon, comme le temps passe, on s'est opposé quelques fois, je me dis, bon, je vais prendre mon bâton de pèlerin intérieur et je vais retrousser les manches et essayer d'approfondir le sujet. Et c'est ainsi que je me suis intéressé aux capacités d'anticipation des animaux. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de creuser le sujet. Alors, je me suis intéressé aux animaux comme un étranger, enfin comme un anthropologue. J'ai étudié les éthologues, ceux qui étudient les animaux, pour voir comment ils s'y prenaient, ce qu'ils disaient, qu'est-ce que je pouvais apprendre de tout ça, voilà. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on voit que dans l'histoire de l'éthologie, on est parti de l'hypothèse que nous, on est très intelligents et les animaux pas du tout. Et puis progressivement, au fil du temps, on apprend à les connaître mieux et on découvre qu'ils sont un peu moins bêtes que ce qu'on pensait. Et on leur découvre des capacités sur certains points comme la mémoire, comme le langage, l'apprentissage, la socialisation, etc. Et puis, bon, le long du chemin, on découvre même que, dans le fond, ils ont certaines aptitudes qu'on n'a pas, qui sont étonnantes. L'écholocation, la thermosensibilité ou l'électrosensibilité du requin, qui ne créent pas je dirais, des différences fondamentales, mais probablement qui créent des intelligences spécifiques. C'est-à-dire que le requin n'est pas moins intelligent que nous parce qu'il est électrosensible, il l'est différemment. Alors, je mentionnerai 2-3 exemples qui nourrissent un peu cette idée. Par exemple, la gouvernance. On a parlé tout à l'heure des vols d'oiseaux. Eh bien, les pigeons, apparemment, sont capables de faire la différence en termes de gouvernance sociale entre celui qui sait bien les piloter dans les airs, le pilote qui oriente tout le monde, et puis le mâle dominant qui saura expliquer que faire au groupe quand on est arrêté. Et donc, ce n'est pas les mêmes pilote. Parce qu'on voit bien qu'il ne faut pas c'est mieux si le cuisinier est français et pas allemand, enfin voilà. Bon, donc ils savent faire ça. Il y a aussi la coopération. Par exemple, les orques savent très bien, en étant plusieurs, rabattre des bancs de poissons et avec leur queue faire d'énormes chocs qui abasourdissent les poissons, et ensuite elles n'ont plus qu'à faire la collecte, et à tour de rôle, elles jouent l'un ou l'autre rôle, et donc tout le monde est content. Une autre forme de coopération typique qui montre quand même qu'on est face à des systèmes très sophistiqués, les requins se font nettoyer les dents, détartrer par les tout petits poissons qui se gardent bien de manger et qui sont en quelque sorte leurs dentistes, et qui permettent aux requins, disons, d'avoir un retour, enfin, disons, une évolution d'une rangée de dents après l'autre dans des temps raisonnables. Donc il y a une coopération. Il y a aussi des formes d'intelligence. Alors, je vous montre juste là un des deux tableaux de Kanzi. Kanzi, c'est un singe bonobo qui, vous voyez, il y a un tableau comme ça, il y en a un autre, ça fait à peu près 500 symboles qu'il a mémorisé totalement et qu'il est capable d'agiter, d'actionner pour dire quelque chose, voire composer des mots, avoir une syntaxe, bien plus rapidement qu'aucune personne qui a été capable de l'aider à créer cela, enfin qui a créé cela et qui s'occupe de lui. Donc là, on a une forme de mémorisation totalement étonnante. Voilà. Et puis, puisqu'on est dans l'anticipation, parce que c'est ça qui m'intéresse, eh bien, vous voyez, le pélican, là, au fond, l'anticipation, c'est un décalage temporel qu'on essaie de rendre favorable. Et évidemment, avant de prendre la décision de plonger, il sait qu'il va plonger non pas là où le poisson est au moment où il prend cette décision, mais là où il estime qu'il va être.
et le résultat est là, c'est une anticipation. Assez rudimentaire, mais enfin, c'était pour vous expliquer de ce qui m'intéresse. Alors, justement, dans le domaine de l'anticipation, on a toutes sortes de phénomènes très intéressants. Certains font appel à beaucoup d'instinct et un petit peu moins d'intelligence, peut-être, encore qu'il faut étudier ça plus à fond, et l'inverse. Alors, par exemple, l'hibernation. L'hibernation, c'est une anticipation. Les migrations saisonnières des animaux aussi. Mais après, on trouve d'autres systèmes plus sophistiqués, comme l'alerte, avec des spécialisations capables d'identifier et de signaler les types de dangers, et pas seulement le fait qu'il y a un danger, et que faire par rapport au type de danger, dans quel sens aller. Mentionnons aussi les systèmes de construction très élaborés, par exemple les toiles d'araignée, qui sont vraiment des systèmes qui s'adaptent à toutes sortes de contextes, ou bien les terriers des castors, qui prévoient de multiples chemins de fuite. Et juste en passant, je vous signale qu'il y a en ce moment des études fantastiques sur les espèces qui ont des terriers avec des portes de sortie autres que le point d'entrée et celles qui ne sont pas capables de le faire. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a naturellement aussi les techniques de chasse, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a toutes sortes de systèmes liés à la résolution des problèmes. Alors, il y a des problèmes simples. Par exemple, le corbeau qui veut boire dans un verre, mais l'eau est bien trop basse pour son bec. Alors, il va prendre des cailloux, faire élever le niveau de l'eau jusqu'à ce qu'il puisse boire. Bon, ça, c'est un problème tout simple. Il y a des problèmes plus compliqués, comme par exemple franchir une rivière alors qu'on est une fourmi. Comment est-ce qu'on fait? Ou bien faire face à une pression migratoire, ou une pression climatique. Ou bien faire face aussi à des adaptations qui nous sont imposées par l'homme. Ça, c'est des problèmes plus complexes, où ce n'est pas juste une question de niveau d'eau, de trous, etc. Et on voit que les animaux se débrouillent pas trop mal, puis ils ont une limite. Cette limite, c'est celle-là. C'est celle où l'homme, au fond, instaure une destruction des habitats telle qu'on n'arrive plus. On n'arrive plus à résoudre les problèmes, on est au-delà. Mais l'homme non plus n'arrive plus. Donc on est un peu égalité. Alors j'aimerais évaluer juste ça. D'un côté, on a l'homme et son intelligence, qui est capable de performances étonnantes, dans la productivité aussi, dans la complexité, ou en tout cas la complication des problèmes qu'il aborde. Et de l'autre côté, on a des animaux qui ont comme force d'intelligence l'adéquation systémique, c'est-à-dire une bonne adaptation à un écosystème, à un positionnement, et puis le respect des équilibres par rapport aux autres. Et puis bon, on voit quand même que certains sont là depuis 100, 200 millions d'années, ce qui est quand même pas mal. Par rapport à nous, on a encore du chemin à faire pour y arriver. Et si on regarde un peu les bombardements qui ont été évoqués déjà aujourd'hui, certaines d'entre elles, l'explosion démographique, la pollution, le réchauffement climatique, les problèmes de santé, obésité, le sel, le sucre, les antibiotiques qui valent bientôt plus un clou, etc. Donc on a vraiment toute une série de bombardements et on peut se poser la question, je la pose de manière provocante, si l'intelligence humaine n'est pas une sorte de dérèglement. Et en tout cas, dont on ne voit pas le rattrapage, on trouve des solutions qui génèrent d'autres problèmes et qui semblent être au-delà de notre, après quelques générations de problèmes et de coûts à l'avance, au-delà de nos capacités de réflexion. Et même si on s'y met à plusieurs, en tout cas en l'état actuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à réfléchir à la nature, aux animaux, aux sources qu'on appelle bio-inspirées, au biomimétisme. On se dit peut-être là, il y a des idées à creuser. Et effectivement, certaines sont très intéressantes. Comment le gecko fait pour se tenir au plafond? Comment la tique n'est pas elle-même atteinte par les problèmes d'immunisation et d'anti-immunisation? Comment faire pour faire un fil aussi résistant que le fil de l'araignée? Ça, c'est très intéressant. Mais personnellement, puisque je m'intéresse à ces questions-là, je dirais que je m'intéresse quand même aux problèmes d'anticipation bio-inspirés un peu plus complexes. Alors bien sûr, certaines je ne peux pas suivre, par exemple le sens du sacrifice ou bien les préférences à l'accouplement, c'est plus difficile à interpréter, bien sûr. Mais d'autres sont très pratiques. Par exemple, les différentes formes de coopération, dont certaines amènent des complémentarités inédites.
J'en ai mentionné une tout à l'heure avec le requin et le dentiste, le poisson dentiste, mais il y en a bien d'autres. Voilà. Les systèmes d'échange qui amènent des régulations et non des dérégulations. Et puis, il y a les formes d'intelligence collective. Merci d'avoir préparé le terrain, puisqu'il y a effectivement énormément de types de formes d'intelligence collective chez les animaux. Certaines font appel à des capacités phéromoniques pour trouver des chemins préférentiels. D'autres permettent de gérer des situations de pression climatique. D'autres encore des formes d'adaptation à la pression créée par l'homme. Donc il y a effectivement différentes formes, des formes de coopération, différentes formes d'échange, différentes formes d'intelligence collective. Et le mot important ici, c'est différentes. Au fond, en lisant ou en écoutant ce que je dis, il y a une musique profonde qui valorise la diversité. Alors, la diversité, eh bien, ça veut dire tout simplement que la fourmi, sans la cigale, elle ne va pas loin. Je vous remercie.